L'Amérique du Sud est la terre des veines ouvertes depuis la colonisation au XVIe siècle. Ses minéraux, ses biens agricoles et sa main-d'œuvre ont enrichi des puissances lointaines. D'abord les Espagnols et les Portugais ont récolté ces terres pour l'or, le sucre et le coton. Plus tard, sous l'hégémonie des États-Unis, ces matières premières ont alimenté l'industrialisation nord-américaine. Les méga-projets d'infrastructures ont souligné la puissance géopolitique de Washington. Et parmi ceux-ci, le canal de Panama, ouvert en 1914, régnait en maître. En permettant au commerce de contourner le dangereux passage du Cap Horn, le canal a réduit la distance de navigation jusqu'à 20 000 km. Historiquement, le contrôle de ce point de strangulation a accordé à Washington une influence inégalée sur la puissance maritime et le commerce dans l'hémisphère occidental. Mais la bénédiction d'une nation est la malédiction d'une autre, et la prédominance du canal a éclipsé les efforts ultérieurs d'intégration sud-américaine. Ce n'est que récemment que de nouveaux méga-projets d'infrastructures ont été construits pour développer l'intérieur. Parmi ceux-ci, le corridor routier bi-océanique est à l'avant-garde. Passant par le Brésil, le Paraguay, l'Argentine et le Chili, la route réduira de près de 8000 km et 2 semaines de temps de voyage pour le commerce en direction du Pacifique. L'objectif est d'améliorer l'accès aux marchés de consommateurs lucratifs en Asie de l'Est. Alors, qu'est-ce que le corridor océanique de Baille et peut-il remplacer le canal de Panama ? L'Amérique du Sud est un espace géopolitique fragmenté. Ses économies et relations commerciales se sont développées pour être tournées vers l'extérieur, et les raisons de cela étaient à la fois géographiques et politiques. Géographiquement, les frontières naturelles divisent le continent. La chaîne de montagnes des Andes s'étend le long de son épine dorsale sur 9000 km à une altitude moyenne de 4 km. La dense forêt amazonienne domine le centre continental, couvrant une superficie 8 fois la taille du Texas. Pendant ce temps, au nord, les cordillères colombiennes séparent le bassin amazonien de la côte des Caraïbes. Politiquement, les histoires coloniales ont modelé les économies nationales. Les États ont été construits autour de l'extraction des ressources, parfois d'une seule marchandise. Les matières premières étaient expédiées vers les centres industriels d'Europe et d'Amérique du Nord. Et comme les États sud-américains ne produisaient pas de biens finis, il y avait peu d'incitation à développer des liens commerciaux régionaux ou à construire des réseaux de transport transcontinentaux. De plus, la plupart des échanges Est-Ouest passaient par le canal de Panama, rendant le développement routier et ferroviaire non rentable. Cet arrangement a surtout profité aux États-Unis. Pendant la guerre froide, Washington a souvent utilisé son levier économique pour discipliner les gouvernements perçus comme hostiles. Ce n'est qu'après l'effondrement de l'Union soviétique que l'Amérique du Sud est devenue périphérique à la pensée stratégique de Washington et que l'intégration régionale a véritablement commencé. Le travail intellectuel pour un corridor bi-océanique a été posé par la Bolivie. Et en 2013, La Paz a obtenu un financement chinois pour un réseau ferroviaire reliant le Brésil intérieur au Pérou, via les hauts plateaux boliviens, mais l'accord a échoué en raison de frictions avec les compagnies ferroviaires chargées de construire le projet, sans parler du tumulte politique en Bolivie. L'inaction de La Paz a permis au Paraguay de combler le vide et de proposer un itinéraire alternatif passant par le Paraguay. Ainsi, la Bolivie a été contournée, et en décembre 2015, la déclaration d'ascension a été signée par les gouvernements du Brésil, du Paraguay, de l'Argentine et du Chili. La nouvelle route a utilisé l'infrastructure routière pour relier l'Amazonie au port chilien via le Paraguay. L'importance du corridor était évidente. Pour la première fois, un projet d'infrastructure promettait de surmonter les frontières naturelles de l'Amérique du Sud, l'unifiant d'une côte à l'autre. Le corridor routier commence au port atlantique de Santos, qui est relié à Campo Grande par des liaisons de transit existantes.
De là, une autoroute se connectera au pont bio-océanique, traversant le fleuve Paraguay à la ville de Porto Murcio. Ensuite, une voie express traverse la forêt paraguayenne de Checa, passant par Loma de Plata. L'itinéraire traverse ensuite les provinces argentines de Jujuy et Salta. La route se divise, traversant les Andes pour entrer au Chili par les cols de Socompo, Sico et Chama. Enfin, le couloir descend en pente, se terminant au port d'Antofagasta, Mejillón, Otocopila, Iquique et Arica. La longueur totale de la chaussée sera presque 2250 km et elle sera complétée par des chemins de fer parallèles reliant les ports sur les rivières Paraguay et Paraná. Actuellement, le corridor routier est presque aux 3/4 achevé, seuls quelques segments restent inachevés, y compris le pont bio-océanique et l'autoroute de connexion du côté paraguayen, coûtant respectivement 103 millions de dollars et 445 millions de dollars. Les autres composants encore en construction comprennent les passages frontaliers argentins avec le Paraguay et le Chili. Quoi qu'il en soit, une fois achevé, le corridor bio-océanique profitera probablement aux 4 pays. Pour le Brésil, la nouvelle route facilitera les exportations de maïs et de soja vers les marchés asiatiques, en particulier pour la province de Mato Grosso do Sul, où plus des 2/3 des exportations sont déjà destinées à l'Asie-Pacifique. Contourner le cap Horn et le canal de Panama permettra à la province de Mato Grosso do Sul de récolter 500 millions de dollars supplémentaires par an, soit environ 10% de son produit intérieur brut. Pendant ce temps, le projet a apporté une infrastructure routière très nécessaire au Paraguay. Avant 2018, une portion du pays de la taille de l'Autriche n'avait pas de route pavée. Depuis lors, 3000 km de routes ont été pavées, plus que le reste de l'histoire du Paraguay combiné. Pour l'Argentine, le corridor développera ses régions du nord. Un meilleur accès aux ports chiliens aidera à acheminer le blé et le soja vers les marchés asiatiques. Mais la spécialité de l'Argentine est le bœuf, dont la demande a récemment explosé en Chine. De cette façon, le corridor présente à Buenos Aires une opportunité lucrative de capitaliser sur ses forces économiques. Pour le Chili, le projet confère une pertinence géopolitique en le rendant un pivot pour le commerce sud-américain. Les ports chiliens offrent des temps de transport réduits et ils ont tendance à être moins encombrés que leurs homologues brésiliens. Des taux de rotation plus rapides équivaudront à une augmentation globale des volumes de fret avec le temps. De plus, les partenariats commerciaux du Chili, comprenant 26 accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux, accordent un accès quasi illimité à des économies représentant les 2/3 de la population mondiale et 85% du produit intérieur brut mondial. Pourtant, il y a des inconvénients. Bien que le corridor soit censé aider à intégrer l'Amérique du Sud, les critiques soutiennent qu'il fait simplement du continent une meilleure carrière et ferme pour les entreprises chinoises, européennes et nord-américaines. Et le manque d'industrie à valeur ajoutée ne fera que renforcer les tendances orientées vers l'extérieur, qui dominent la région depuis 1492. De plus, les principaux bénéficiaires sont les grands intérêts agricoles et miniers, qui ont déjà une énorme influence sur les gouvernements sud-américains. Par exemple, des entreprises chinoises se sont engagées à investir plus de 4 milliards de dollars pour construire une méga-ferme porcine dans la région de Chaica, en Argentine, une initiative qui a provoqué la colère des habitants locaux. Le projet chinois comprend 3 complexes de bâtiments, chacun contenant 5 grandes fermes porcines. Cela augmentera la production annuelle de porc de la région de 600 000 à 900 000 tonnes. Cependant, les scientifiques ont exprimé des préoccupations selon lesquelles les fermes généreront des maladies. En fait, l'une des raisons pour lesquelles Pékin cherche à externaliser la production de porc est due à des épidémies dans ses propres méga-fermes. Depuis 2018, la Chine a abattu plus d'1 million de porcs à cause des maladies. Et puisque le changement climatique pousse les maladies tropicales vers les latitudes inférieures, l'Argentine pourrait elle-même être l'hôte de nouvelles épidémies. Un autre inconvénient a été les dommages causés à l'écosystème de Gran Chicas,
une région de basse altitude au sud de l'Amazonie et au nord de l'Argentine. Depuis 1985, plus de 140 000 km² ont été déboisés, soit 1/5 de la Chaika. Toutes les 2 minutes, une zone de la taille d'un terrain de football est défrichée. Mais le schéma de déforestation est particulièrement vicieux. Contrairement à la déforestation en arête de poissons pratiquée en Amazonie, qui permet une régénération plus rapide, dans la Chaika, le défrichement est effectué en grand carré, facilement visible depuis les satellites de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace. La déforestation a diminué l'un des puits de carbone les plus précieux du monde. Les populations indigènes locales ont été privées de leurs moyens de subsistance et la nouvelle route met en danger des espèces rares. Les léopards, les jaguars, les tatous géants et les loups à crinière finissent souvent comme victimes de la route. Et bien que le corridor bio-océanique ait des passages pour la faune, l'impact écologique ne fera que s'amplifier une fois le chemin de fer parallèle construit. Finalement, il est difficile de s'opposer à une autoroute une fois qu'elle a déjà été construite. On peut marchander avec elle, la supplier, même lui crier dessus, mais elle restera impassible. De nouveaux faits sont établis sur le terrain et les dommages sont déjà irréversibles. Pendant ce temps, géopolitiquement, le projet a causé des frictions avec la Bolivie. La Paz a exprimé son agacement d'être mise à l'écart du projet. Bien qu'elle prévoie toujours de construire son propre corridor ferroviaire, l'absorption des cargaisons par la route paraguayenne la placera en concurrence directe avec son homologue bolivienne. Mais les conséquences ne sont pas seulement locales. Le pivot du projet, le Paraguay, est l'une des rares nations à reconnaître l'autorité de Taïwan comme le seul gouvernement légitime de la Chine. Pour cette raison, les exportations paraguayennes vers la Chine sont faibles selon les normes régionales. Même ainsi, les avantages économiques de l'engagement avec la Chine sont indéniables, et il se peut que ce ne soit qu'une question de temps avant qu'Ascension ne change de camp. De tels développements peuvent agacer Washington, mais il est difficile de contrer cette forme de géoéconomie. L'influence croissante de la Chine en Amérique du Sud découle de sa volonté d'engager des politiciens locaux. Par exemple, des centaines de milliers de panneaux solaires chinois parsèment maintenant les salines de Huihui, en Argentine. Pendant ce temps, sous la surface, Pékin a sécurisé des minéraux stratégiquement vitaux, y compris le zinc, le cuivre, le lithium, des composants cruciaux dans les batteries au lithium-ion. Le partenariat de Pékin avec Buenos Aires a été scellé en février 2022 lorsque ce dernier a souscrit à l'initiative de la ceinture et de la route en échange d'investissements en infrastructures d'une valeur de 24 milliards de dollars. Néanmoins, il serait erroné d'attribuer l'avancée du capital chinois en Amérique du Sud à la conception intelligente de l'initiative de la ceinture et de la route. Bien plus importante a été l'évolution naturelle de l'économie mondiale, surtout depuis que la Chine a rejoint l'Organisation mondiale du commerce en 2001. En revanche, Washington a laissé tomber le ballon. La présidence de Trump a beaucoup contribué à aliéner la région, un point que le gouvernement Biden n'a pas réussi à aborder. Par exemple, de nombreux postes diplomatiques et d'ambassades américains cruciaux de la région restent vacants. À long terme, la négligence continue de Washington sapera son influence dans une région longtemps considérée comme son arrière-cour. Si cela devait arriver, la doctrine Monroe s'effondrerait avec un gémissement, pas avec un fracas. En somme, le corridor bi-océanique aura des conséquences considérables pour l'Amérique du Sud. Il ne remplacera pas le canal de Panama, mais il sera une note de bas de page substantielle qui générera de la croissance économique. Pourtant, le projet n'est pas sans ses coûts sociaux, écologiques et géopolitiques. La distance de Washington a offert une ouverture à la Chine, et beaucoup pensent maintenant que la doctrine Monroe appartient au passé. Mais extrapoler l'avenir à partir du présent est une entreprise douteuse. Et si l'influence américaine continue de décliner, Washington pourrait être amené à utiliser des tactiques coercitives qu'elle a employées pendant la guerre froide. Les acteurs régionaux devraient donc avancer avec prudence. Après tout, ce n'est que lorsqu'on s'éloigne trop du pôle que l'on ressent l'attraction de la laisse. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report. Un grand merci à Anton Merle pour avoir recherché ce sujet. Et si vous voulez montrer un peu de soutien, laissez un like, commentez et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé et ça gueule.